L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 8, Aurélie Haim-Thuil, directrice technique nationale de la Fédération française de lutte et disciplines associées. Je suis en compagnie de Aurélie Haim-Thuil, qui est DTN de la Fédération française de lutte et disciplines associées. Aurélie, bienvenue et bonjour. Bonjour. Alors Aurélie, avant de s'intéresser à ton parcours, notamment ce que tu as fait ici à l'INSEP, puisque tu es une ancienne collègue, même si tu n'as pas coupé complètement les ponts avec la maison, j'aimerais que tu expliques ce qu'est un DTN et quelles sont ses fonctions. Effectivement, je suis une ancienne collègue et c'est toujours un plaisir d'être là, ici à l'INSEP. Alors DTN c'est le directeur ou directrice technique nationale d'une fédération. C'est un agent du ministère qui est placé auprès d'une fédération pour développer et encadrer le sport de haut niveau. Donc ça va de la détection des talents, du perfectionnement de l'élite, la sélection en équipe nationale. Mais pas seulement, c'est aussi développer le sport de masse, la diversification des pratiques, proposer une pratique nouvelle, innovante pour les licenciés. C'est aussi structurer une fédération. C'est aussi former les cadres techniques, les entraîneurs, s'occuper de leur parcours, de leur carrière. Et puis, c'est aussi mettre en œuvre les politiques ministérielles et les politiques publiques au sein de la discipline dans laquelle on exerce. Alors, je sais que c'est une charge de travail assez importante, d'être DTN. Est-ce que, à l'aube des Jeux Olympiques de Paris 2024, ta charge de travail est encore décuplée ? Est-ce qu'il y a des actions spécifiques qu'un DTN doit mener au moment des grandes échéances comme celle-ci ? Effectivement, la charge de travail, elle est énorme. Elle est très conséquente. Dire que elle est plus importante parce qu'on a les Jeux à Paris, c'est moi je peux pas l'affirmer comme cela. Ce qui est sûr, c'est que on a un regard qui est différent parce que les Jeux c'est à la maison. C'est une fois tous les 100 ans, donc l'événement il est international, il est avec des enjeux qui sont énormes parce qu'on est pays hôte aussi, mais je dirais que pour la conduite d'un projet de haut niveau, pour l'ensemble des athlètes qu'on accompagne, la charge de travail est quasi la même. Enfin, en tout cas, l'enjeu pour le sportif, il est aussi important que quand on prépare une Olympiade qui n'est pas à la maison. Donc maintenant, il est vrai que le fait d'avoir les Jeux à domicile, c'est une responsabilité encore plus grande. Alors, est-ce qu'au niveau de la lutte, vous avez des attentes de médailles ? Oui, bien sûr. On est comme toutes les autres disciplines, toujours en attente de médailles. On a ciblé depuis des années des athlètes qu'on accompagne et qui sont performants et qui devraient pouvoir exceller lors de ces Jeux. Il faut savoir toutefois que la lutte reste une des premières disciplines olympiques et qui, par la diversité des nations qui peuvent être médaillables, reste une discipline quand même très attendue pour les Jeux. Alors, il y a immédiatement une question qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Il y a quelques années de ça, on parlait d'enlever tout simplement la lutte des Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, cette chose-là ? Alors, il y a eu cette volonté d'enlever cette discipline du programme des Jeux Olympiques. Ça a été très vite retiré comme idée.
pour la bonne et simple raison que la lutte reste une des disciplines les plus représentées dans le monde, sur l'ensemble des continents, de par son histoire, de par aussi ses luttes traditionnelles. Et l'impact qu'aurait pu avoir ce retrait aurait été bien plus dévastatrice pour le monde du sport. Donc aujourd'hui, ça reste une discipline à la fois historique et à la fois très moderne dans le programme des Jeux Olympiques. Alors, si tu veux bien, on va revenir quelques années en arrière, au début des années 2000, plus précisément. Et à l'époque, tu es étudiante en droit du sport notamment. Est-ce que ce sont ces études-là qui t'ont conduite là où tu es aujourd'hui ou pas vraiment ? Oui, d'une certaine manière, puisque effectivement j'étais étudiante en droit, avec un parcours somme toute assez classique. Et puis j'ai eu à un moment donné le choix soit de faire droit notarial, soit de m'écouter un peu, d'écouter ce que j'aimais et de m'orienter vers le droit du sport, qui était à l'époque, même si c'est pas très très loin, mais qui était pas forcément une voie royale dans les études juridiques. Et donc nécessairement mon poste aujourd'hui et mes fonctions aujourd'hui sont un peu liées à ce choix que j'ai opéré en 2000, enfin un petit peu avant, en 99 pour être vraiment précise. C'est un choix que je regrette pas parce que j'ai allié une passion et mes études et finalement mon métier, ce qui me permet aujourd'hui d'être en pleine adéquation entre mes passions, ce que j'aime faire et puis mon travail. Alors justement, tu parlais de passion. Quel est ton rapport au sport justement ? Est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu en as fait ? Est-ce que tu as fait du haut niveau surtout ? Alors j'ai pas fait du tout de haut niveau. Par contre, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été dans le circuit associatif et je continue à en faire. Alors avec un aménagement de mes horaires parce que c'est les contraintes de la mission de DTN sont importantes, mais je maintiens mon activité sportive. Je fais de l'aviron, donc un peu de natation aussi, mais c'est un équilibre qui est nécessaire et indispensable à la conduite de mon projet. Suite à tes études, tu as été juriste pendant longtemps, d'abord dans une université, puis au ministère des Sports. Est-ce que tu peux un peu parler de toutes ces années ? J'ai été effectivement juriste pendant beaucoup d'années à l'université. Alors avant l'université quand même, j'ai travaillé au sein d'une fédération non olympique, qui est la Fédération française de squash, où j'ai vraiment, justement en sortant de mes études de droit, pu mettre en application le modèle associatif, comprendre les fonctionnements, bien que cette fédération soit pas olympique. Donc il y a quelques pans que j'ai découvert aujourd'hui, enfin j'ai travaillé aujourd'hui, que je connaissais pas à l'époque, mais malgré tout ça a été quand même une première expérience très enrichissante sur le fonctionnement d'une fédération, sur les objectifs, sur comment on la structure et comment on développe la pratique, quels sont les leviers qu'on peut aller chercher pour répondre à des clubs, pour répondre à des licenciés, à des pratiquants. Donc ça a été quand même une première expérience dans le monde du sport, en tant qu'acteur du sport, qui a été marquante pour moi, puis qui m'a fait prendre conscience que mon choix, à un moment donné, de pas aller vers le droit notarial, qui m'était prédestiné initialement, avait été sûrement le bon. Et puis alors après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une université, avec un parcours et des enjeux, des missions complètement différentes d'aujourd'hui. Quoique, on peut quand même y retrouver un intérêt pour le service au public, le service à l'usager, qui n'était pas sportif, mais plutôt universitaire, et une richesse de découverte des hommes et des matières qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui de développer des concepts qui sont utiles, et donc cette richesse de rencontres et de matière et la curiosité que ça peut amener l'université, c'est quand même quelque chose qui est utile et qui a marqué mon parcours.
Ça m'a permis aussi de voir l'impact du sport à l'université, donc ça c'est quand même des sujets qui m'ont interpellée. Après l'université, avant d'aller au ministère des Sports, j'ai été d'abord à la jeunesse, sur des missions de conception de politique publique pour les jeunes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai œuvré pour la mise en œuvre du service civique. Et ça a été une expérience très riche aussi, parce que c'était la mise en place, la création et la mise en œuvre d'une politique publique à l'intention des jeunes, et qui vient toucher le sport, mais pas que. Et c'est une richesse de comprendre des mécanismes différents dans une périphérie qui est au sport aussi, mais qui va toucher l'art, qui va toucher la musique, qui va toucher aussi tous les aspects culturels, et que la jeunesse pourra ou peut s'emparer. En termes de vision éducative et sociétale, cette expérience, elle est riche aussi. Donc je me suis beaucoup plu dans cette mission au sein du service de la jeunesse. Et puis après, j'ai eu l'opportunité, parce qu'en fait, la vie est aussi faite d'opportunités, de rejoindre la direction des sports, au ministère des Sports. Et là, j'ai pu mettre en œuvre sur des politiques publiques l'ensemble des axes que j'avais pu découvrir par mon petit parcours. On l'a bien précisé, hein, aujourd'hui tu es DTN, qui est une mission un peu d'interface entre les aspects politiques publiques sur le sport ou politique d'une fédération et vraiment l'action sur le terrain. Quel est le lien justement entre ce que tu as pu faire à l'époque et ce que tu fais aujourd'hui ? Le lien, il est direct. Il est direct parce que, d'abord, comme tu l'as dit, c'est une interface. Le DTN, il est au cœur d'un projet fédéral, mais avec toujours l'angle de la mise en œuvre des politiques publiques. Et cette interface, ou plutôt être au milieu ou au cœur de l'ensemble des acteurs qui viennent interagir sur le sport, c'est une mise en pratique directe de la conception et de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Donc il y a un lien direct. Il y a aussi un regard un peu différent sur la mise en œuvre de la politique publique, entre la conception au sein d'un ministère et puis la mise en œuvre directe qu'on est parfois obligé d'arrondir un peu. Et donc ça me fait toujours réfléchir sur la manière de reconstruire peut-être plus tard les politiques publiques, parce que, alors je dis pas passer de l'autre côté, parce qu'on est au cœur, hein, comme je le dis, l'interface, mais ça donne un regard un prisme un peu différent, et c'est toujours un plaisir du coup de voir mes anciens collègues, parce que on se connaît, on se parle, et du coup ça me permet de leur faire un retour sur la manière de construire ou de reconstruire nos orientations et nos politiques. Alors, pour reprendre la chronologie de ton parcours, on arrive en 2019 et voilà, tu franchis les portes de l'INSEP. Et forte de ton expérience, notamment internationale, tu deviens chef de la mission des relations internationales. Alors, qu'est-ce que tu fais à cette époque ? Alors, à cette époque, d'abord, c'est une nouvelle mission pour moi, c'est un défi, c'est une volonté d'avoir un autre regard en fait sur la structuration et l'organisation du sport avec une vision internationale. Et donc, avec l'équipe ici à l'INSEP, parce qu'on n'est jamais seul, il faut bien savoir que moi je conçois mes missions avec une équipe. Et donc avec cette équipe, on a voulu développer des relations avec des nations fortes pour permettre aux acteurs, aux fédérations, aux athlètes de pouvoir bénéficier des petits tuyaux, des bonnes pratiques que d'autres pays pouvaient mettre en œuvre. Alors c'est toujours un peu étrange de se dire que finalement les nations, elles sont concurrentes entre elles, mais on va quand même développer une coopération et aller chercher ce qui se fait bien ailleurs, et puis aussi expliquer nous comment on travaille. Et du coup c'est toujours dans cette un peu dualité des choses que j'ai trouvé cette mission passionnante. C'est aussi le reflet de rencontres, c'est aussi le pouvoir de négociation qui est mis en exergue. Quelque part, ça vient développer des compétences différentes.
Et puis j'y ai trouvé beaucoup d'intérêt par la notion de rencontre avec les gens. Et après plusieurs années au ministère, bien qu'on rencontre beaucoup de gens aussi, mais c'est une autre rencontre un peu différente et un autre regard du monde du sport français vu d'ailleurs. Dans cette optique, on a, au sein de ce service, on a développé des coopérations avec des pays, on a développé des conventions, on a travaillé avec les fédérations en direct sur leurs besoins en termes d'échanges internationaux. C'est aussi recevoir des délégations étrangères au sein de l'établissement, faire rayonner l'établissement à l'étranger. Et ça, c'est des missions qui sont passionnantes. C'est participer à des congrès internationaux aussi et positionner l'établissement comme un établissement de référence à l'international en matière de sport. Ça rentre complètement dans une diplomatie sportive qui est aujourd'hui essentielle, je pense, pour exister sur la scène internationale. Ensuite, Madame la ministre de l'époque, Madame la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu, te nomme DTN, poste que tu occupes encore aujourd'hui. Alors, est-ce que ce poste de DTN, c'est quelque chose que tu souhaitais, ou finalement, les circonstances de cette nomination sont liées en fait à des coïncidences ? J'ai un peu de difficulté à croire aux coïncidences. Je pense que les choses, elles existent ou elles arrivent parce qu'on les provoque aussi. Pour autant, c'est pas un poste que j'avais pu imaginer dans ma carrière. Donc, c'est un poste que j'aime beaucoup, mais que j'aurais pas imaginé initialement. Et donc, dire aussi que c'est une coïncidence, non. Non, parce qu'en fait, la direction de projet, parce que pour moi, être DTN, c'est une direction de projet, alors de projet d'envergure. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec les Jeux à Paris, c'est avec des enjeux plus ou moins importants, mais ça reste pour moi la direction d'un projet. Et ça a été quand même le fil conducteur de l'ensemble de mon parcours. Alors aujourd'hui, c'est diriger un projet pour une fédération, pour une discipline. Et ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas par hasard. Après, dire que c'était dans mes objectifs, non, je pense pas. Alors Aurélie, on parlait tout à l'heure des potentialités de médailles aux Jeux de Paris. Est-ce que tu peux pêle-mêle me citer quelques athlètes en lutte qu'il faudra suivre ? Pour bien comprendre le système, il n'y a pas de qualification automatique en tant que pays hôte des Jeux. Donc chaque pays doit aller chercher sa qualification. Et ça, c'est déjà un élément important, un élément qui est différent d'autres disciplines. C'est lié à la diversité du nombre de pays qui sont susceptibles d'être médaillés dans cette discipline aux Jeux Olympiques. Bon, donc déjà, il faut aller chercher sa qualification. On a 3 grands tournois qui nous permet cela. Donc, on vient d'en passer un, qui sont les championnats du monde qui se sont déroulés à Belgrade il y a une dizaine de jours. On a la joie d'avoir déjà une athlète qualifiée qui est Koumba Larocque. Donc, évidemment, pour moi, Koumba est vraiment une athlète à suivre. Et je ne doute pas qu'elle fera des grandes choses pour ces Jeux. Voilà, on l'accompagne et dans son projet, qui reste son projet. Ça, c'est pour moi quelque chose qui est très important. On est accompagnateur, peut-être un peu dans l'ombre, mais ça reste son projet et voilà, j'ai grand espoir pour elle. Et donc, il faudra évidemment la suivre. Après, on a encore ces 2 autres tournois de la qualification. On a des très bons lutteurs en lutte libre ou en gréco-romaine. Je pourrais presque tous les citer parce que tous ceux qui vont dans chacun des catégories qui vont être sélectionnés, pour moi, sont médaillables, sont sélectionnables et donc médaillables. Alors, la Fédération française de lutte fait partie de ces fédérations qui disposent d'un pôle à l'INSEP. Dans quelle mesure c'est avantageux en fait d'être ici à l'INSEP ? L'INSEP, cet établissement qui est un outil magnifique pour les sportifs. C'est pour nous la possibilité d'avoir
des très belles installations et d'avoir, en plus des installations, un accompagnement de services autour de l'athlète. Donc avoir un pôle, c'est avoir à la fois la possibilité de s'entraîner quotidiennement avec une amplitude d'horaire libre que l'on peut choisir, enfin que les entraîneurs peuvent choisir avec les athlètes. Donc c'est une flexibilité qui est énorme. Et puis ce sont aussi tous les services qui y sont associés. Donc je pense évidemment au médical, je pense à la scolarité, je pense à l'accompagnement des athlètes au niveau pro. Je pense à toute l'unité audiovisuelle aussi qui met au service des athlètes l'ensemble de leur qualité et de leur professionnalisme. C'est une scolarité qui est proposée et adaptée, une restauration qui permet aussi un accueil dans les meilleures conditions. Et c'est aussi, pour faire le lien avec mes anciennes missions, la possibilité de recevoir des délégations étrangères. Et la lutte, ça reste un sport d'opposition où on a besoin de partenaires. Et cet accueil, ce site, il est exceptionnel aussi pour l'accueil de délégations étrangères, pour avoir des partenaires au cœur de Paris, tout de même. Donc c'est pas négligeable. Tu as parlé à plusieurs reprises de travail en équipe. Alors, ce travail en équipe, il consiste en quoi ? Quelle est ton équipe exactement ? De quoi est-elle constituée ? La mission de DTN s'accompagne inexorablement d'une équipe de gens qui travaillent au projet à côté du DTN, ou avec le DTN plutôt, pas à côté, avec le DTN. Aujourd'hui, j'ai 2 adjoints, j'ai un manager 2024, j'ai des entraîneurs sans qui le projet ne pourrait pas tenir. Donc c'est quelque chose, en tout cas d'abord sur la partie haut niveau, qui est essentiel. C'est la mise en commun et le travail en collaboration avec ces personnes-là qui permettent de faire exister le projet. Et c'est un travail de concert, chacun avec ses périmètres, mais la mission de DTN sur la partie haut niveau ne peut pas se concevoir sans ce travail commun. Et puis sur la partie un peu plus développement, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que le déploiement d'une politique fédérale et la recherche de nouvelles pratiques, répondre aux besoins de l'usager, c'est avoir une équipe au niveau national. Et donc, je suis accompagnée par l'ensemble des cadres au niveau de chaque région qui œuvrent dans leur territoire, mais qui mettent en place ce projet fédéral. Et cette mission de DTN, bien sûr, elle demande de la coordination de l'ensemble, mais elle ne peut pas se faire sans eux non plus. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est fondamental, qui est enrichissant, qui fait partie des points forts de cette fonction, parce que ça oblige à rencontrer les gens. C'est source d'enrichissement, c'est un travail permanent avec les membres du projet. Et ça, je dirais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui me fait énormément progresser. Alors, j'ai cru comprendre que tu travaillais sur un projet d'amélioration de la détection en lutte. Est-ce que tu peux en dire 2 mots ? La politique de détection qui est mise en place depuis cette Olympiade, elle a pris toute son importance et toute sa dimension parce que j'ai fait le constat en prenant mes fonctions qu'il y avait un creux de génération et qu'un travail de détection avait été si ce n'est pas fait, ou en tout cas il n'avait pas produit ses effets. Et ce constat m'a un peu alertée, et donc j'ai souhaité repositionner une vraie politique avec les moyens associés sur les jeunes. Et donc j'ai créé un poste de manager jeune qui a pour objectif de travailler sur cette détection pour accompagner les structures, les clubs, pour travailler avec les comités régionaux sur comment amener des athlètes vers une accession vers le haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental.
parce qu'on a toujours cette image des Jeux à Paris 2024. Bien sûr, hein, c'est notre objectif, mais l'objectif, c'est aussi de construire et de structurer un projet sur le long terme. Et en préparant 2024, on prépare aussi 2028 et 2032. Donc c'est des choses qui se préparent dès maintenant. Et donc avec le phare de 2024, et ça a été un élément phare de la politique haut niveau que j'ai mis en place dès 2021. Alors justement, dans le cadre de cette détection et puis même de l'accès en fait des jeunes, des enfants à la lutte, est-ce que la lutte en tant que sport ne souffre pas un peu d'un déficit d'image comparé à des sports peut-être un peu plus populaires aujourd'hui? Je ne sais pas, je pense au foot, au basket, ce genre de sport. La lutte, évidemment, souffre d'un manque d'image et de visibilité. On peut juste regarder ce qui vient de se passer. Il y a 15 jours, on a un champion du monde. On s'aperçoit qu'en dehors de nos propres réseaux, aucune information, aucune visibilité, qu'elle soit télévisuelle, n'a été ne serait-ce qu'une minute sur cette performance qui est une réelle performance sportive, n'a été visible. Donc ça, c'est préjudiciable. C'est dommage parce que du coup on met pas en exergue l'ensemble de nos disciplines. Donc c'est la lutte, il n'y a pas que la lutte. Effectivement, cet événement il est criant. C'est très regrettable. Pour autant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour répondre à ta question, c'est bien recentrer en fait la discipline sur ce qu'elle apporte. Aujourd'hui, la discipline, c'est, on pourrait dire presque la discipline mère de l'ensemble des autres disciplines, en termes de motricité, en termes de rapport à l'autre, de rapport au corps, de dialogue, en fait, que la discipline peut amener, parce que quand vous allez lutter, vous allez aller dialoguer avec l'autre, vous allez essayer de le comprendre pour le maîtriser. Et donc, cette discipline, elle a beaucoup d'atouts pour pouvoir se développer auprès des jeunes, au-delà de la visibilité médiatique, même si on en a besoin, et qu'elle reste encore trop faible. Après, on développe la beach, qui connaît aujourd'hui un franc succès. C'est une approche, alors du coup, qui pourrait être plus télévisuelle, peut-être plus ludique, pour répondre à ta question sur la notion de côté fun. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une augmentation de la demande, à la fois des collectivités qui, dans le cadre de leur plan de développement d'été, souhaitent accueillir la beach wrestling. Ce sont en tout cas ces pratiques innovantes qui à un moment donné donneront un regard un peu différent sur cette discipline qui pour moi reste tout de même une discipline mère. Et la beach vient donner cet élan de modernité qui peut-être pour certaines personnes n'était pas si évidente. Alors pour préciser, la beach wrestling, c'est de la lutte sur du sable, hein, c'est ça? C'est ça. C'est un peu comme le beach volley, mais version lutte, quoi. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'être venue témoigner à ce micro de ton parcours et puis nous apprendre des petites choses sur la lutte aussi. Écoute, au plaisir de te réinviter à une autre occasion et puis bonne continuation. Merci pour votre invitation. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.